Au niveau personnel, en référence à ce qu'a dit Maria Lopo tout à l'heure, c'est l'attachement de Maria Casares à son pays d'origine et à ce qu'on appelle la patria chica, c'est-à-dire la Galice. J'ai eu l'occasion, je crois que c'était en 1976, une seule fois, d'entendre Maria Casares qui jouait Médée à Paris. Et c'était absolument impressionnant. On avait la chair de poule en l'entendant. C'était quelque chose d'impressionnant. Enfin, c'est ce que vient de dire Amador à propos de Camus. Je pense que Camus a été extrêmement dégradé, en particulier calomnié, parce qu'à l'époque, effectivement, il dominait toute une série d'intellectuels, hein, pour ne pas les citer, Sartre, etc., Beauvoir, qui, malgré leur qualité et leur intelligence, finalement, se mettaient à genoux devant le stalinisme. Et Camus a eu le courage, justement, de se dresser contre ça, et de se dresser aussi contre la voie ambiante, la voie dominante, en particulier au moment de la guerre d'Algérie, quand on lui a reproché, en déformant la phrase « je choisis entre la justice et ma mère », sans contextualiser dans quel sens il l'avait dite, il s'en est pris à un étudiant kabyle, enfin qui s'en était pris d'ailleurs très violemment à Camus. Et ensuite, ce même étudiant kabyle est allé, a lu L'étranger, a été absolument commotionné, vraiment ébranlé par ce qu'était Camus. Et il est allé à Lourmarin, et Camus venait juste de mourir dans cet accident. Et il est allé au cimetière de Lourmarin pour déposer des roses. Ce qui prouve à quel point, finalement, la pensée de Camus par rapport, entre autres, à ce que lui a reproché l'Algérie, a été totalement déformée et diffamée. L'autre point, c'est effectivement toute son attitude par rapport au comportement de l'URSS, que ce soit au moment du procès Kravchenko, où l'on découvrait, enfin on le savait déjà, où l'on découvrait les goulags bien avant Solzhenitsyn, et à ce niveau-là, quand Margaret Buber-Neumann, qui était une militante communiste, qui d'abord avait été emprisonnée dans un goulag en Union soviétique, a ensuite été livrée par Staline aux nazis pour aller à, je crois que c'était à Ravensbrück, à Ravensbrück, où elle a rencontré d'ailleurs une série de déportés femmes, en particulier l'amie de Kafka, mais également Milena, et également l'anthropologue française Tillon. Hein. Je pense qu'à l'époque, il fallait avoir beaucoup de courage pour s'élever contre ces infamies. Ça nous fait rejoindre un peu l'actualité, malheureusement. Hein. On a publié beaucoup d'articles, en particulier sur le 19 juillet, sur la Révolution, sur la fin de la République espagnole, qui ne s'est pas terminée en février, mais qui s'est terminée le 1er avril. Et là aussi, l'histoire a été quand même énormément déformée. On est revenu sur les mai 37, au cours duquel le POUM et les anarchistes ont été massacrés, et Andrés Nin, qui était quand même un ministre de la République, une République que l'on disait démocratique, a été assassiné sans que le gouvernement dise absolument rien. Oui, précisément, tout à l'heure, je disais que la date du 19 juillet pouvait être intéressante, puisque Camus fait une de ses grandes interventions sous ce titre, 19 juillet 1936.
Alors pourquoi la date du 19 juillet est importante, et plus importante que ce qu'on imagine? C'est tout simplement que par rapport à la guerre d'Espagne, il faut choisir, chaque parti, chaque organisation choisit sa date. Pour Camus, pour les révolutionnaires, de manière générale, cette date, c'est le 19 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup d'État militaire, que les militaires sont dans les rues, qu'ils veulent s'emparer du pouvoir, et que c'est une riposte ouvrière, à Barcelone notamment, qui va les mettre en échec. Et donc, cette riposte ouvrière, cette riposte populaire, est marquée par la date du 19 juillet. Naturellement, les franquistes, eux, n'ont pas choisi le 19 juillet. Eux, ils ont choisi le 18 juillet. Et le 18 juillet a été longtemps un jour de fête en Espagne. Pendant tout le franquisme, c'était jour de fête. C'était le jour du soulèvement national, etc. Mais là où les choses deviennent un peu perverses, c'est qu'il y en a d'autres qui vont utiliser le 18 juillet. Le président de la République espagnole, Manuel Azaña, quand il fait des grands discours pour rappeler ce qui s'est passé en juillet, un grand discours en juillet 37, en juillet 38, pour rappeler ce qui s'est passé en juillet 36, il ne choisit pas le 19, il choisit le 18. Et le Parti communiste, pareil, il choisit le 18. Alors c'est très curieux comme ligne de fracture. D'un côté, il y a les révolutionnaires, alors le POUM, la CNT, une grande partie également de l'UGT, qui choisit le 19. Tous les autres ont choisi le 18. C'est quand même bizarre, C'est quand même bizarre. Et donc, le choix de Camus du 19, ça veut dire quelque chose. Alors évidemment, c'est des misères, c'est une histoire de 24 heures, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a derrière, ce que ça porte derrière. Je voudrais profiter pour dire autre chose là, par rapport à ce que dit Maria Lopo, du fait que la bibliothèque de Casares Quiroga n'a pas été brûlée sur le port de la Corogne. Ben non, c'est pas la sienne qui a été brûlée. C'est la bibliothèque de l'Athénéo de la Corogne qui a été brûlée sur le port. Il existe une photo. Pourquoi le Parti communiste a choisi le 18 ? Le Parti communiste a choisi le 18 parce que la politique, à ce moment-là, il choisit la légalité républicaine. Ce que fait le Parti communiste, c'est l'égalité républicaine. C'est la politique des fronts populaires, c'est la logique qui a été mise. Il y a eu un changement d'orientation au niveau de l'internationale communiste en 1935, et désormais, c'est une politique qui est une politique d'alliance. Et donc c'est une politique, en Espagne, une politique d'État. Alors après, il y a toujours de bonnes raisons. La Passionaria a fait un discours le 18, mais tout le monde a fait des discours ce jour-là. Mais c'est pas un discours qui fait reculer les canons. C'est l'insurrection ouvrière. Et le Parti communiste, tout naturellement, qui est un petit parti au début de la guerre civile, vraiment un parti, petit parti. On considère qu'il y a peut-être 30 ou 40 000 membres. La CNT a 1 million d'adhérents, et puis l'UGT un peu plus. Donc les proportions sont terribles. Eh bien, le Parti communiste va sans arrêt faire le choix de s'opposer
aux révolutionnaires, qui sont des irresponsables, etc., etc. Et ça va être, le discours qui va être tenu, ce sont les grands défenseurs de la légalité républicaine, puisque dans de grands territoires de l'Espagne, le fait que le coup d'État n'ait pas fonctionné, ça ouvre la voie à une révolution. Cette révolution consiste à collectiviser les terres et, de collectiviser également les usines. Hein, il y a tout un mouvement social. Le Parti communiste va prendre comme ligne la ligne de défense de la petite propriété, défense des cultes, voilà, tout le contraire, quoi. Il y a un discours qui est célèbre de l'époque. La ligne du Parti communiste, et pour longtemps encore, c'est la ligne de la démocratie bourgeoise. Mais c'est écrit en toutes lettres dans Mundo Obrero, le journal du Parti communiste. C'est la défense, voilà, de la République bourgeoise. Et d'ailleurs, pour une raison toute simple, comble de l'argumentaire, c'est que comment pourrait-on faire en Espagne une révolution alors que en URSS, on n'y est pas encore arrivé complètement? C'est génial comme raisonnement. Excusez-moi, mais je ne comprends plus rien. Parce que moi, j'ai toujours entendu que le 18 juillet, c'était le jour du soulèvement de Franco. Oui. Donc, ce n'était pas un jour à célébrer par... c'est bien, voilà. C'est bien ce que je dis. Mais le 19, je n'en avais jamais entendu parler. Eh bien voilà. Mais c'est ça. Le problème, il est là. Et il se joue sur ça. C'est extrêmement intéressant. Alors, Véronique disait que je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Les 19 juillet, c'était rituel. Le 19 juillet, c'était un événement. On fêtait le début de la Révolution, le soulèvement populaire, etc. C'était le 19 juillet. Mais quand on regarde, on s'en est rendu compte, je m'en suis rendu compte récemment, c'est qu'on était les seuls. Enfin, le mouvement libertaire était le plus important en exil, hein, numériquement. Mais c'était les seuls. Et quand on a cherché dans les bouquins, on voit que les discours de Manuel Azaña, 18 juillet. 18 juillet. Parce que ça se rattache à la légalité républicaine. Le 18 juillet, il y a encore une légalité républicaine. Le 19 au matin, il n'y en a plus. Les soldats sont dans les rues de Barcelone, il n'y a plus de légalité. Maintenant, c'est force contre force. Et c'est le mouvement ouvrier qui l'emporte. Alors là, il est difficile pour un homme politique de reconnaître que le pouvoir est dans la rue. Donc il ne l'admet pas. Et donc il garde le 18. Et après, on se retrouve avec cette situation extrêmement paradoxale. Hein. Effectivement, c'est très, très paradoxal. Mais là, alors vous voyez bien, Camus, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine envergure. Quand il fait... c'est en 51, hein, oui. En 51, une conférence, etc., dont le titre est 19 juillet 1936, et qu'il dit que c'est la date qui marque, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que ça existe, et que ça existe quand même avec un certain poids. Mais c'est extrêmement intéressant ce que vous avez dit. Vous n'en aviez jamais entendu parler. Voilà. Ça fait partie de ces... Vous aurez remarqué que Camus parle très souvent de la mémoire. À Gabriel Marcel, il dit, mais parce que vous avez perdu la mémoire, Gabriel Marcel, vous ne voulez pas vous souvenir des choses. Voilà. Oui, je voulais réagir concernant le 18, parce que les Andalous et les Africains du Nord, puisqu'il s'est quand même soulevé en Afrique, il ne faut pas l'oublier, il y avait un moment que que Franco et tous les soldats espagnols en Afrique étaient en train de préparer le soulèvement contre la République. Je voudrais aussi rappeler qu'en Afrique et l'Andalousie,
ont beaucoup souffert. Et eux, ils n'ont pas évoqué forcément ni le 18 ni le 19. Le 18 est une date bien sûr officielle, étant donné que c'est Franco qui gagne malheureusement, et donc ça a été imposé. Mais quand vous parlez toujours de Barcelone, moi je veux bien Barcelone, mais n'oublions pas ce qu'a subi le sud de l'Espagne. Hein, ils ont été massacrés. La Vébandada, etc., de Malaga et tout ça, on en parle encore, ça revient. Hein. Donc, voilà. Sûr. Donc pour les gens qui ne sont pas tout à fait au courant de le 18 juillet, ouais, Franco, machin, mais ça se préparait depuis longtemps. Je veux dire, bon, c'était un petit chef comme ça. Il y en avait d'autres qui prétendaient aussi. Hein. Donc voilà, le 18, c'est parce que c'est une date, effectivement, qui a été mise en avant. Et jusqu'à la mort de Franco en 1975, hein, c'était bien sûr une fête nationale, tout à fait. Donc je ne voudrais pas qu'on oublie les gens d'Afrique du Nord et les gens d'Andalousie. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, les premiers contacts qu'aura Camus avec des réfugiés, vraiment les tout premiers contacts, il les aura à Oran, dans la famille de Francine Faure, sa femme. Parce qu'un réfugié est accueilli chez les parents de Francine Faure. Et puis il y en a un autre dont on connaît le nom, avec lequel il joue au foot. On sait aussi que Camus adorait jouer au foot, mais il a joué au foot avec un réfugié dont on a le nom. Et c'est vrai qu'il y a eu un afflux terrible. Précisément, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai. Franco était aux Canaries. Le gouvernement de la République avait mis Franco aux Canaries pour l'éloigner de toute velléité complotiste. On voit que ça n'a pas très bien marché. Hein. Mais comme il est prévu qu'il prenne le commandement des armées du Maroc, et donc de la Légion en particulier, il faut qu'il se déplace des Canaries au Maroc. Et alors pour ça, il y a une histoire très intéressante. C'est le financier, parce que derrière toujours, vous avez remarqué que aussi bien Jean Cassou que Camus parlent toujours des financiers, des trucs, de machin. Il y a toujours de l'argent derrière les fascistes, hein, des capitaux. Eh bien c'est un grand banquier espagnol, Juan March, qui finance Franco. Et Franco va faire louer en Angleterre un avion, un bimoteur, un de Havilland de Dragon rapide, pour aller des Canaries au Maroc. Celui qui sert d'intermédiaire pour cette location, c'est précisément le Sangroniz, qui va être le premier ambassadeur de Franco à Paris. C'est lui qui loue l'avion pour Franco. C'est même lui qui va prêter son passeport à Franco, parce que Franco est dans l'obligation, l'avion n'a pas un rayon d'action suffisant pour aller directement au Maroc espagnol, au RIF. L'avion est obligé de se poser pour faire le plein au Maroc français. Et c'est ce même Sangroniz qui donne le passeport, qui prête son vrai faux passeport, du coup, à Franco. Et, petit détail, quand les troupes de la Légion sont transportées du Maroc en Espagne, c'est un pont aérien. C'est le premier pont aérien de l'histoire. C'est un pont aérien organisé par des transports de troupes d'Ornier de l'armée allemande. On est au premier jour du soulèvement. Alors, ce n'est pas directement l'armée allemande, hein. Il y a une histoire de location, il y a toujours... mais c'est des avions d'Ornier, hein, et on voit bien les troupes de la Légion embarquées au Maroc espagnol. Ils vont être envoyés à Séville, avec des massacres invraisemblables. Alors, c'est Séville. Ensuite, c'est terrible. Alors la chute de Malaga, c'est après, parce que précisément, Malaga, c'est un endroit où les franquistes sont perdus. Ils n'ont pas réussi à prendre Malaga. C'est une ville ouvrière, etc. Là, ils perdent. Bon, après,
l'exode de Malaga, c'est terrifiant. Hein, mais Camus a été en contact avec Raphaël Alberti, mais pas en France, en Argentine. Mais il a fait une tournée en Argentine. Il a rencontré Raphaël Alberti. Ils ont parlé. Oui, apparemment Alberti a dit qu'il était d'accord avec Camus. Mais Camus ajoute dans le commentaire, finalement, les circonstances, sous-entendu les staliniens, vont faire de nous des ennemis. Hein, voilà, c'est-à-dire lui, Alberti y est suit la trace stalinienne, moi pas. Je suis perdu. J'ai rien à espérer. Je vais ajouter un point là. Bon, d'une part, pour le PC, d'après ce que dit Fernando Claudin, qui a été quand même à la direction du PC pendant très très longtemps, avant d'être éjecté avec Jorge Semprún, en 1930, le PCE a 800 militants. 800 militants. C'est un groupuscule. Il va très vite. Il faut pas oublier qu'en 1931, les militants du PC, qui a eu plusieurs crises, énormément de crises depuis sa fondation, il a été réduit pratiquement de 10% de ce qu'il était à sa naissance. Les militants, justement le 14 avril, se baladent dans Madrid en criant « À bas la République bourgeoise, à bas la République des patrons, etc. Vive les soviets ». C'est-à-dire que c'est un groupuscule totalement exotique à l'époque. Sur Semprún, d'une part, est beaucoup plus jeune. En 1945, il est sorti du camp de concentration. Il est militant du PC très vite. Et clandestin. Un de ses frères, lui, était au PC aussi, mais il virera l'anarchisme, Carlos Semprún Maura. Et puis, je pense qu'il ne fréquentait plus les mêmes milieux. Il est évident que Camus ne fréquentait plus tellement les milieux du PC. Jorge Semprún, il le raconte un peu dans son livre, mais il raconte aussi son passage de militant en France. C'est quand même lui qui est chargé dans la cellule des intellectuels à Paris de faire la provocation pour virer Edgar Morin du PCF. Oui, je voulais préciser que Camus a failli être brigadiste. Il y a un de ses amis intimes qui est parti dans les brigades internationales et Camus n'y a pas été parce qu'il était d'une part tuberculeux et qu'il avait une mère. C'est possible. Son écriture, l'écriture de Camus, fonctionne comme un compte à rebours. Ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, ça fait 9 ans, ça fait 20 ans. Et le point de départ, c'est l'Espagne. Et tout fonctionne dans tous ces textes, c'est par rapport à ça. Comme si, on voit bien à un moment donné, il y a un basculement entre les combattants, on a les combattants, et puis après, c'est les exilés. C'est-à-dire, il y a un moment où ils pensent qu'ils vont pouvoir retourner en Espagne, ce fameux compte à rebours dans 1 an, 10 ans, et puis après, et le tournant, c'est effectivement ces années 50, là, 50-55, et là, ils se disent, là, on ne repartira plus, on est exilé. Et quand Camus dit que, oui, Don Quichotte aussi est exilé, c'est ça. Exilé, c'est pas dans l'espoir d'un retour. Exilé, ça devient presque une nationalité, quoi. Qu'est-ce que vous êtes? Exilé. Voilà. Je ne suis ni d'ici, ni d'ailleurs, rien, je suis exilé, quoi. Sur la persécution, pourquoi Maria Casares n'a pas été poursuivie? Je pense que c'était très aléatoire. Picasso a vécu
mais vraiment splendidement en France. Que je sache, il n'a jamais été dérangé. Bon, par contre, juste avant de mourir, l'ancien président de la République espagnole, Manuel Azaña, lui a failli être enlevé alors qu'il était pratiquement mourant. Et enfin, tout le monde connaît l'anecdote, hein, c'est-à-dire qu'il a, au moment de son enterrement, enfin, juste avant, pendant son agonie, c'est l'ambassadeur du Mexique lui-même qui loue un hôtel en disant ça, ce sera la délégation du Mexique et nous n'autorisons pas Azaña à sortir d'ici. Si bien que la police de Vichy et la Gestapo ne pourront rien faire. Et au moment de l'enterrement, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous les républicains espagnols voulaient qu'il soit enterré avec le drapeau républicain. Pétain, évidemment, s'y oppose. Et c'est l'ambassadeur du Mexique qui va se dresser devant et va dire ah, puisque c'est comme ça, Azaña sera enterré avec le drapeau des États-Unis mexicains. Et lui-même, ensuite, il mourra très tard, se fera enterrer dans les plis du drapeau républicain espagnol. Voilà. Alors parmi les choses, cet état d'exilé, bien, Camus n'a fait qu'un très court voyage en Espagne, en 1935. Il est allé à Palma, en bateau. Il est allé à Palma et bon, il raconte des histoires. Il a visité la cathédrale et son cloître qui est enserré dans un vieux quartier, etc. Il fait une description très très jolie. Il parle au centre du cloître, il y a un puits et à ce puits est attachée une grosse cuillère de fer qui sert aux gens à puiser l'eau dans un seau et à boire. Et aujourd'hui, dans le cloître de la cathédrale de Palma, dont la visite est devenue payante, et qui est envahi de touristes américains jusqu'à la gueule, le puits est cadenassé. Le puits est cadenassé, mais il y a toujours la chaîne, il y a toujours la cuillère de fer. Une curiosité. Alors, il n'y a fait que ce voyage-là, en 1935. Il n'est évidemment jamais allé en Espagne du vivant de Franco. Il y a des maisons d'édition qui ont essayé de voir s'ils pouvaient éditer quelques-uns de ses textes de son vivant. Il a répondu non. Il n'en est pas question. Tant que le régime est là, rien. Il y a eu aussi des tentatives de troupes pour jouer quelques-unes de ses pièces. Et là, il a été un peu moins catégorique. Il a été un peu moins catégorique. Il a demandé à Maria Casares, qui, elle, a demandé à Juan Negrin, qui lui a dit, en tout cas, si vous devez faire quelque chose, assurez-vous bien de qui il s'agit et demandez à contrôler les traductions. Et du coup, ça ne s'est pas fait. Il a dit, bon, trop compliqué, laissons tomber, etc. Ce qui fait que parmi les curiosités de cet exil, que la première fois en Europe où une pièce de Camus a été jouée en espagnol, c'est à Paris, par le groupe Mosaicos Españoles, qui a joué Les Justes, Los Justos, à Paris. C'était une troupe de libertaires, une des 25 troupes libertaires de théâtre libertaire qu'il y avait en France, en exil, et c'est la première à l'avoir joué. On m'a dit que Camus n'aurait pas été très content de la traduction, parce que ça a dû être une traduction faite comme ça, un peu à l'arrache. Il s'en est jamais plaint, mais enfin bon... en fait, c'est... Quelle année ? Alors là c'est une colle. À peu près. Là, c'est une colle, je ne sais pas. Moi, je dirais... c'est les années 50, hein, mais la date... là, c'est une colle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et parce que les pièces vont être jouées en Argentine.
et en particulier El Malentendido, mais l'Argentine, c'est joli l'Argentine, et puis il y a beaucoup d'exilés, et il y a surtout cette actrice extraordinaire du théâtre de Lorca, Margarida Xirgu, qui est soit à Montevideo, soit à Buenos Aires, et elle va vouloir monter Le Malentendu. Mais il y a des dictatures aussi. Péronne interdit la pièce. Hein. Le Malentendu, il ne veut pas. C'est du Camus, il ne veut pas. Tant et si bien que Camus, qui doit donner des conférences, dit « Ah, la pièce est interdite. Conférence suspendue, terminée. » C'est un peu la guerre, hein, quand même. C'est pas un peu, beaucoup la guerre, quand même. Dernier point là, sur Maria Casares, c'est qu'elle explique très bien dans son livre, dans sa biographie, que ça lui a coûté énormément. Il fallait, quand elle entre à la Comédie Française, il fallait absolument qu'elle fasse disparaître son accent espagnol. Et donc ça a été une rage, une volonté pour entrer. Mais ça rejoint aussi l'ambition aussi tout à fait noble, hein, de devenir une actrice de premier plan. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, on va demander une attestation sur l'honneur, entre guillemets, qu'on n'a pas des origines juives. Et effectivement, tous les acteurs vont être obligés de signer cette déclaration, y compris Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Hein, vont être obligés de le signer. Bon, ils ne se sont pas vantés, ce qui se comprend. Mais ce qui se comprend aussi, c'est que si vous voulez, entre guillemets, croûter, et si vous voulez arriver, je signe un papier, point, c'est tout. Hein, c'est pas une honte. Hein, non plus. Si vous voulez le texte de l'intervention ou en savoir un peu plus, prenez les revues du CTDE, parce que tout est dit dedans. Et encore plus. Et encore plus.